Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Mis en place dans le cadre de la digitalisation de ces moyens de paiement et d'encaissement, la plateforme électronique Trésor Pay et le portefeuille électronique Trésor Money du Trésor public sont désormais opérationnels. L'administration financière reprend désormais la main dans la mobilisation des ressources publiques. Les lampions se sont éteints cette semaine à Gagnoa sur la 11e édition du FENACMIS, le Festival national des arts et culture en milieu scolaire. Eugène Atoubé nous apprend que les festivaliers ont rivalisé d'ardeur dans de nombreuses disciplines, notamment le théâtre, la cuisine, le chant choral, la poésie, le slam et le cinéma. On voit cela dans quelques minutes. Emmanuel Macron est arrivé hier lundi au Cameroun. Le président français rencontrera la communauté française, échangera avec des représentants de la société civile et de la jeunesse et il sera reçu par son homologue camerounais Paul Biya. Paris souhaite également un meilleur climat des affaires avec Yaoundé. On démarre cette édition par cette rencontre entre la ministre de la fonction publique et les gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique. Il faut dire que cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres semestrielles en vue de faire le point de la gestion des personnels dans les ministères. Une rencontre pour également envisager des perspectives. Un reportage de Grace Kando. Une administration publique dynamique, performante et efficace. Une vision de la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Pour relever ce défi, des rencontres semestrielles sont initiées avec les gestionnaires des ressources humaines des ministères. L'administration doit être gérée avec un autre regard. Nous devons avoir au sein des DRH un esprit d'ouverture, un esprit d'écoute envers les fonctionnaires qui viennent nous rencontrer. Et nous devons vraiment gérer au mieux les questions de ressources humaines au sein de nos ministères respectifs. Un engagement fort est pris par Madame la ministre de la fonction publique pour faire évoluer le fonctionnement au niveau de la fonction publique. Lorsque la décision est participative, il est clair qu'elle rejoint l'adhésion de tous. Et c'est ce qu'il faut faire. Beaucoup communiquer, beaucoup échanger avec les autres. Cette rencontre, la deuxième du genre, dresse le bilan de la conférence de programmation des effectifs de 2022 et le point des affectations des fonctionnaires de 2018 à 2020. Il y a 88% des personnes qui ont été affectées qui ont effectivement pris service, ce qui nous reste un résidu de 12% de l'effectif à insérer, à mettre au travail. On va identifier là où il y a des poches, on va dire des goulots d'étranglement pour essayer d'éclater. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des ministères qui expriment des besoins et d'autres qui ont des sureffectifs. Donc on va faire une sorte de rééquilibrage afin donc de permettre à chacun de se retrouver à un poste de travail et de travailler pour l'administration ivoirienne. Pour une gestion rationnelle et optimale des ressources humaines dans l'administration publique, la ministre Anne Ouloto fait des propositions. Il nous faut avoir une plateforme de collaboration intelligente, dynamique, active avec l'ensemble des directeurs des ressources humaines, des ministères et des institutions. Nous avons considéré qu'il était important également que nous puissions tenir compte avec nos DRH des critiques qui sont faites à l'administration, des critiques et des tares de cette administration-là, des questions d'absence, de retard au poste, des questions liées à la corruption, au mauvais accueil dans les administrations. Tout cela doit être corrigé grâce au meilleur encadrement des effectifs, mais surtout grâce à la motivation de ces effectifs-là. Pour promouvoir l'excellence, la ministre de la fonction publique compte instituer un prix du meilleur directeur des ressources humaines. Trésor Pay est la plateforme électronique et Trésor Money, le portefeuille électronique du Trésor public. Ce sont les moyens de paiement et d'encaissement digitaux mis en place récemment par le Trésor. Ils sont désormais opérationnels, des outils grâce auxquels l'administration financière pourra elle-même mobiliser les ressources publiques et cela de façon efficiente. On écoute les explications de Jean-Louis Bangbo. Seul le comptable public est habilité à effectuer, à titre exclusif, au nom de l'État ou d'un organisme public, les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement des titres. C'est fort de ce texte, tiré du règlement général de la comptabilité publique, que la Direction générale du Trésor a décidé de mettre fin au recouvrement des recettes de l'État, de collectivités publiques
ou d'entreprises publiques par des structures privées, y compris des sociétés de téléphonie mobile. Quand on dit ressources publiques, c'est les ressources générées par l'activité d'une entité publique. L'État, les collectivités et les EPN. Les frais de concours sont des ressources publiques. C'est des ressources affectées à une entité publique. Pour leur recouvrement, on a nommé auprès de ces entités des comptables, des personnes assermentées, des comptables publics dont l'obligation est de recouvrer ces ressources. Pour le directeur général du Trésor, il s'agit d'une reprise en main des activités et permettre aux comptables publics d'accomplir efficacement leurs tâches quotidiennes. Les téléphonies mobiles, la nature ayant horreur du vide, ont prêté leur service pour pouvoir mobiliser ces ressources. Aujourd'hui, le Trésor public a mis en place une plateforme de recouvrement et de paiement électronique des recettes et des dépenses de l'État qu'on appelle Trésor Paie, Trésor Monnaie. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire ce travail que font les sociétés de téléphonie mobile. Tout en demandant aux structures concernées de se conformer au respect des textes, la Direction générale du Trésor a entrepris depuis une campagne de promotion de ces outils de paiement auprès des collectivités publiques, établissements publics ainsi que toutes les autres entités étatiques générant des deniers publics. Et la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 12 septembre prochain. Et depuis 0 heure, hier lundi, les inscriptions sont ouvertes, les inscriptions en ligne. Et elles se poursuivent jusqu'au 11 septembre à minuit. L'information a été donnée récemment aux journalistes par la direction des stratégies de la planification et des statistiques. Ce sont Frédéric Olaï et Franck Quadio qui y étaient pour RTI. Mail-dpes.org. C'est la plateforme des inscriptions en ligne du secondaire général pour l'année scolaire 2022-2023. Les opérations menées avec succès les années précédentes, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance à nouveau les inscriptions en ligne du secondaire général. Pour l'inscription en ligne du secondaire général 2022-2023, 3 éléments majeurs sont à retenir. Les montants des frais d'inscription en ligne restent inchangés. 3 000 francs pour les élèves des établissements privés et 6 000 francs pour les élèves des établissements publics. Pour la réussite de l'opération, plusieurs opérateurs mobiles de la place ont été retenus. Ces inscriptions en ligne courent sur la période du lundi 25 juillet 2022 à 0 heure au dimanche 11 septembre 2022 à minuit, car la rentrée scolaire commence le 12 septembre. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous invitons par conséquent tous les acteurs du système éducatif à prendre toutes les dispositions afin de respecter la date limite de cette opération qui est fixée au 11 septembre 2022 à minuit. Notons que cette opération d'inscription en ligne entend faciliter la planification et le respect du calendrier ainsi que l'achèvement du programme académique. Eux ne sont plus concernés par cette opération d'inscription en ligne. Ils en ont fini. Ils passent à une étape supérieure. Ils sont au nombre de 98 400 et ils viennent de réussir au bac. 30,78%, c'est le taux de réussite cette année, soit une hausse de 1,54 points par rapport à l'année dernière. L'annonce a été faite hier par la directrice des examens et concours au micro RTI 1 de Sephora Zeki. Dernière heure d'attente pour ces candidats au bac 2022. Il est 14 h, l'heure de proclamation des résultats sur toute l'étendue du territoire. L'inquiétude se lit sur le visage de certains candidats. 14h10, c'est la délivrance. Le 4 juillet dernier, Julien, candidat au bac, nous confiait ceci. On a passé 9 mois à écrire à partir à l'école, donc je vois que je suis à 100%. Aujourd'hui, c'est fièrement qu'il fête sa réussite. Bac blanc, j'ai eu 87 points. Voici admis. Ceux qui n'ont pas cru en moi, mais voilà, ici admis. Comme lui, 30,78% de candidats sont admis.
Sur Internet ou physiquement, chacun trouve le moyen de voir rapidement son résultat. Fou rire, cris, pleurs, l'émotion était à son comble au lycée moderne de Cocody. 278, au-delà de mes espérances, mon Dieu. Je suis très ému et puis je suis fier de moi. Je remercie Dieu et puis mes parents. Prochaine étape, l'inscription à l'université. Pour certains, l'interprétariat, l'informatique, les lettres modernes et pour d'autres, les sciences économiques. Félicitations à tous nos bacheliers 2022. C'est fini pour l'édition 2022 du FENAC-MIS, le Festival national des arts et culture en milieu scolaire. Et c'est Gagnoa qui a abrité l'événement. On a assisté entre autres à du théâtre, de la cuisine, du chant choral et de la poésie, mais également à une remise de prix des mains de la ministre de l'Éducation nationale. Depuis la cité du fromager, le compte-rendu de Jeanne Atoubé. Plus de 900 festivaliers à la 11e édition du FENAC-MIS, Festival national des arts et culture en milieu scolaire. Au lycée professionnel de Gagnoa, cadre de festivités, 154 troupes issues des écoles primaires, lycées, collèges, CAFOP et milieux enseignants se sont affrontés dans divers domaines de l'art. Cinéma, théâtre, danse, chant choral, poésie, slam, dessin, peinture, tissage de pagne, cuisine et web à Creativity. Plusieurs talents insoupçonnés se sont révélés à la satisfaction des spectateurs et sous le regard admiratif des ministres Marie Toukoné de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Miss Belmont Dogo de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. À leur côté, le ministre-gouverneur, lui, Dakouri Tablé, en charge du district autonome de Gagnoa. Les offres artistiques proposées par les différentes troupes sont une déclinaison du thème « Contribution des arts et de la culture à la responsabilité des acteurs pour une école de qualité ». Moi, ce que j'aime, ça apporte du plaisir, c'est amusant et c'est aussi ma passion. Le FENAC-MIS, ça m'a permis d'avoir plus de connaissances au niveau social, éducatif et culturel. 10 ans que le Festival national des arts et culture en milieu scolaire, événement porté sur les fonds baptismaux en 2012 à Yamoussoukro, suscite intérêt et engouement au sein de la communauté éducative, avec un objectif réaffirmé à chaque édition, créer les conditions d'une école gaie, amie des enfants qui devra contribuer à la consolidation de la paix et de l'assainissement de la vie publique, gage d'un développement durable. À cette 11e édition, 5 prix ont été décernés. Prix Yacouba Silla attribué aux meilleures troupes en danse au primaire et au secondaire. Les prix UNICEF, Anaged et ambassadeur Ambroise Kessier, récompensant respectivement le théâtre primaire, le théâtre secondaire et le théâtre enseignant. Enfin, le prix DGI de la meilleure troupe en chant choral, attribué aux secondaires et aux enseignants. Tous les lauréats ont obtenu des trophées, des kits scolaires et des ordinateurs en guise de récompense. Les enfants, ils apprennent par le théâtre, par la danse, par la musique, par la peinture. Tout cela va contribuer aussi à leur insertion socio-professionnelle. Le FENAC-MIS, c'est une très belle initiative, mais seulement ce que nous déplorons, c'est que les talents que nous décelons aux phases nationales ici ne sont pas suivis. À la veille de la finale du FENAC-MIS, les festivaliers ont participé à un planting d'arbres suivi d'une opération d'assainissement et d'une balade de découverte qui les a conduits sur les sites touristiques du village de Kwakwekou. C'est la dimension éco-citoyenne et touristique que la direction de la vie scolaire a ajoutée à la 11e édition du FENAC-MIS. De la culture à l'agriculture. On évoque à présent cette tournée nationale du PCA, du Conseil du Café Cacao. Une tournée d'information, de sensibilisation qu'il a conduit dans quelques délégations régionales pour s'enquérir de l'évolution des différents projets initiés par l'instance dans les zones de production et s'imprégner aussi des conditions de vie des producteurs. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. C'est une visite de terrain avec un objectif bien précis. Faire le bilan à mi-parcours des missions, activités et projets du Conseil Café Cacao dans les différentes délégations régionales productrices. Le conseil d'administration, par ses visites, vient appuyer la mission opérationnelle de la direction générale du Conseil Café Cacao sur le terrain. Notre rôle est d'appuyer la structure opérationnelle qui est la direction générale
dans la réussite de ces missions sur le terrain. Donc c'est notre part de rôle que nous venons jouer, c'est-à-dire d'abord féliciter, puis ensuite les sensibiliser sur les nouveaux défis qui se posent à la structure et puis comment de manière collective on peut relever ces nouveaux défis-là à partir desquels nous avons reçu des instructions de la part de nos gouvernants. Donc les défis actuels et ceux futurs par rapport à l'adversité, par rapport à la compétitivité, par rapport à la durabilité de nos activités. Au nombre des projets et activités en cours d'exécution, visités par la délégation du Conseil Café Cacao, on a des plantations de cacao nouvellement replantées à Soubré, des pépinières d'arbres devant servir dans le cadre du projet de planting dans les parcelles de cacao à Gagnoa, le chantier des travaux de construction d'infrastructures sanitaires à Divo et les locaux de l'usine Transcacao, Seweke, à San Pedro. Pendant ce temps, quelques acteurs de la filière EVA étaient réunis à Aprompron-Afewa dans le département de Bétier. Et ce sont notamment les seigneurs et les greffiers d'EVA de Côte d'Ivoire. Une rencontre d'échange sur la vie même de leur secteur d'activité. Et pour cela, ils ont décidé de se constituer en union. Les précisions d'Herman Niamien. Les seigneurs et greffeurs d'EVA de Côte d'Ivoire regroupés au sein d'une union veulent donner plus de visibilité à leur secteur d'activité. Ils sont 47 503 membres de l'Union sur toute l'étendue du territoire national qui se sont retrouvés à Aprompron-Afewa dans la sous-préfecture de Diamala-Koro dans le département de Bétier pour le top départ de leurs activités. Il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, précisément, la saignée nourrit son homme. Donc on a trouvé l'opportunité de mettre cette association en place pour aller à la professionnalisation, pour donner de la valeur à la chose, pour inciter la jeunesse en quête d'emploi, la jeunesse que communément nous appelons la jeunesse désœuvrée, à venir dans la filière pour s'exercer car ça nourrit son homme. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Agumani, parrain de cette cérémonie dédiée au monde agricole, s'est fait représenter par le représentant régional du conseil EVA Palmier à Huy. Ce n'est pas une activité uniquement des hommes. Les femmes, les hommes peuvent être seigneurs. Et c'est une activité aussi, ce n'est pas une activité en plein temps, c'est une activité en mi-temps. Vous saignez avant le lever du soleil, c'est-à-dire vers les 5h30. Jusqu'au lever du soleil, vous arrêtez la saignée vers les 10h30. Après ça, vous pouvez aller vaquer à d'autres occupations, aller chercher d'autres sources de revenus. C'est un travail aussi qui donne un bon revenu. Avec une tonne, s'il y a un coût moyen de 50 à 75 francs par kilo, avec une tonne, vous avez 75 000 francs, 2 tonnes, 150 000. Il n'y a pas assez de fonctionnaires dans ce pays qui touchent ces salaires à mi-journée. Le président du conseil régional de l'Indénie, Guablin, présent à cette cérémonie avec les élus et cadres de la région, a indiqué que Aprompron-Afewa va bénéficier très bientôt de l'extension du réseau électrique et de bien d'autres acquis. Séance tenante, une démonstration des saignées d'un pied d'EVA a été faite aux yeux de tous pour voir comment l'activité se déroule sur le terrain. C'est donc une activité de l'Union des seigneurs et greffeurs de Côte d'Ivoire. Greffeurs et non greffiers. La cherté de la vie, on ne cesse d'en parler. C'est une réalité. Le gouvernement, lui, s'attelle chaque jour à atténuer les conséquences sur les populations. Et plusieurs mesures ont été prises et sont en vigueur, notamment l'affichage du prix du pain homologué par le gouvernement. Mais quelques boulangeries hésitent encore à respecter la mesure. Kader Sogodogo en a fait le constat à Boaké. Il nous montre. Depuis le lundi 18 juillet en Côte d'Ivoire, il est désormais obligatoire d'afficher le prix du pain dans les boulangeries et surtout de vendre deux types de baguettes de pain homologuées par le gouvernement. Il s'agit de la baguette standard de 174 grammes à 150 francs CFA et la baguette améliorée de 232 grammes à 200 francs CFA. À Boaké, comme dans de nombreuses villes de l'intérieur du pays, cette décision est également applicable. Nos clients, eux-mêmes, en rentrant dans notre boulangerie, ils voient déjà le prix et le poids de la baguette affichée. Nous avons les baguettes standards à 174 grammes et les baguettes améliorées à 232 grammes. Si les prix sont respectés, certains clients ont des doutes sur le poids du pain. Les prix, c'est toujours 150 francs, ça n'a pas changé. Mais c'est le poids qui a considérablement pris un coup. Dans cette boulangerie, précisément, les prix ne sont pas affichés. Voilà. Quand on vient, on dit, bon, on demande ce qu'on veut, puis on nous sert. Et comme on n'a pas la possibilité de peser, et on prend et puis bon, ok, on est parti. Les responsables du ministère du Commerce
sont regardants. S'ils continuent de ne pas respecter les prix plafonnés, de ne pas respecter le poids du pain, on sera obligé de prendre des mesures correctives, c'est-à-dire fermer les magasins pour que ça serve d'exemple. Le gouvernement, dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations, a pris certaines mesures, dont 6,6 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans les secteurs pour maintenir le plafonnement du prix de la baguette de pain. Avec ces prix, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME n'entend pas lésiner sur les moyens pour faire respecter ces mesures gouvernementales. Le Conseil national de lutte contre la vie chère suit cela de près. Ces affiches doivent être visibles dans toutes les boulangeries. Le mot d'ordre des zéro tolérance du ministre Souleymane Dirassouba est en action dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Le pain est un produit de grande consommation en Côte d'Ivoire. Le gouvernement travaille à le rendre disponible partout dans le pays, à des prix à la portée de toutes les bourses. Le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama a rencontré récemment les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service de Gbeke et du Hambol. Une réunion pour tenter de redéfinir les missions et les attributions du district tout en mettant en valeur ses atouts. Reportage Kwadio Kwame de la station régionale RTI Boaké. Le district autonome a pour mission de conduire, coordonner et planifier le schéma directeur des régions qui la composent. Cette structure déconcentrée et décentralisée fera appel aux investisseurs afin de créer des richesses dans tous les domaines d'activité. Nous avons des capacités touristiques qui sont importantes, que nous allons chercher à valoriser, des capacités artisanales qui sont extraordinaires et que nous allons juste révéler à tous ceux qui nous entourent pour qu'ils connaissent mieux ce qu'est ce district. Pour Jean-Claude Kouassi, les produits du district doivent être de qualité, donc labellisés. C'est cet aspect de labellisation, de valorisation de l'excellence, de promotion de l'excellence que nous sommes venus apporter en proximité à la demande du président de la République pour que nos districts soient de véritables pôles économiques de développement. Une rencontre qu'apprécient à sa juste valeur les participants. Le district autonome de la vallée du Bandama viendra pour innover, viendra pour apporter un plus au-delà de ce que toutes les collectivités territoriales ont déjà eu à faire. Tout programme qui va dans le sens de pouvoir améliorer un tant soit peu le bien-être des populations, nous sommes preneurs et nous encourageons cela. Le district et les entités déjà sur le terrain se complètent pour le bien des populations. Il sera institué les jeudis du district où chaque responsable local viendra faire la lumière sur son domaine de compétences. Le district autonome de la vallée du Bandama compte 2 régions. 7 départements, 37 sous-préfectures, 17 communes et 9048 villages pour 1600 habitants vivant sur une aire de 28 400 km². C'est une bonne nouvelle pour la maréchaussée. Le ministère d'État, ministère de la Défense, vient d'offrir un véhicule de type 4x4 à la brigade de gendarmerie territoriale de Sakassou. Véhicule remis aux bénéficiaires par le directeur de cabinet du vice-président de la République. Et les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, il est prévu aussi l'ouverture prochaine de la brigade de gendarmerie de Dibri à Srikro. Soro Corona, reportage. La brigade de gendarmerie territoriale de Sakassou a un nouveau véhicule pour l'accomplissement de sa mission de sécurisation des populations. L'ancien véhicule, acquis depuis 10 ans, ne répond plus aux attentes des gendarmes pour sillonner les 172 villages du département. Un véhicule obtenu grâce au lobbying du directeur du cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou Kofi, auprès du ministère d'État, ministère de la Défense. Les autorités administratives et municipales traduisent leur gratitude au gouvernement. Avec les chefs traditionnels, les directeurs départementaux et chefs de service, les chefs coutumiers, les guides religieux, je vous dis merci. Pour Emmanuel Aoutou Kofi, ces véhicules permettra aux gendarmes d'être plus efficaces et mobiles. La sécurité et la paix constituent l'une des plus grandes priorités du président de la République. Et il y travaille au quotidien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Ouattara,
nous a entendus. Je n'ai fait que relayer les messages que j'ai reçus de M. le préfet qui traduisent les préoccupations sécuritaires de Sakassou. Le représentant du commandant supérieur de la gendarmerie appelle les populations à une franche collaboration pour une meilleure sécurisation. Pour que les populations se sentent véritablement en sécurité, il faut qu'elles fassent confiance en leurs forces de l'ordre. Et il faut aussi que quand elles sont au courant d'un fait, elles puissent le rapporter pour que nous puissions intervenir. Si vous pouvez être entouré de 1000 gendarmes, ainsi à la sécurité dans votre maison et qu'il n'y a personne pour donner l'alerte, nous ne serons jamais au courant. Le directeur de cabinet du vice-président de la République a annoncé l'ouverture prochaine de la brigade de gendarmerie de la sous-préfecture de Dibri à Sikro, département de Sakassou. Nous avons pensé qu'il fallait une deuxième brigade de gendarmerie à Sakassou, qui va être installée à Dibri à Sikro. Nous avons l'assurance, là aussi, que les travaux vont démarrer. Sakassou sera aussi doté d'un commissariat de police afin de venir à bout du banditisme grandissant. L'Union des journalistes et professionnels de la communication de Yopougon a un nouveau président, Dangui Dangui. Il a été élu le week-end dernier lors de la toute première assemblée générale de l'organisation. Dangui Dangui, vous connaissez certainement, c'est l'un de nos meilleurs reporters ici à RTI 1, membre du service économie. Retour sur cette élection avec Frédéric Oulaye et Jean-Marc Djadji. C'est la toute première assemblée générale qui consacre la naissance de l'Union des journalistes et professionnels de la communication de Yopougon, la mise en place de ces organes ainsi que l'élection du président de l'Union. Cette association entend promouvoir et valoriser la corporation et améliorer les conditions de vie des journalistes et professionnels de Yopougon. Notre commune attend beaucoup de nous. Nous aussi, nous avons beaucoup à donner. Nous avons le devoir, en tant qu'hommes des médias, en tant que journalistes, de contribuer au rayonnement de notre commune, de participer au positionnement de Yopougon. Aussitôt créé, l'UJPC séduit déjà par sa vision et veut contribuer aux actions de développement communal. La municipalité de Yopougon traduit son adhésion. Nous avons pris un certain nombre d'engagements, les accompagner, les soutenir, les appuyer. Nous verrons en fonction de leur programme d'action, nous verrons dans quelle mesure la commune peut être à leur côté. L'UNJCI se doit de les accompagner. On va les recevoir bientôt, après leur installation. Cette rencontre, marquée par le toilettage des textes et statuts réglementaires, a vu l'élection du président de l'Union. Dangui Dangui, journaliste à la RTI, est élu premier président de l'UJPC. C'est ensemble que nous allons pouvoir travailler dans la solidarité, dans l'union, dans la cohésion, pour pouvoir améliorer nos conditions de vie et aussi nos conditions de travail. Notre corporation, on va dire, est sinistrée, rencontre beaucoup de problèmes. Et c'est ensemble que nous pouvons avoir suffisamment de résilience pour faire face à ces défis. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est de rassembler les journalistes de Yopougon. Outre l'élection du bureau exécutif, un poste de vérificateur de comptes est institué. Cet organe, dirigé par Jean-Louis Gbangbo, veille au contrôle des actions du bureau exécutif. Les membres s'engagent tous au professionnalisme. Bonne chance à vous, Président Dangui Dangui, et on vous attend ici également pour d'autres reportages, toujours aussi bien élaborés. Place à la page Covid. À travers le monde, le coronavirus a touché 571 millions de personnes et en a tué 6,39 millions. Un décompte macabre qui doit maintenant prendre fin. Pour cela, il faut se protéger, car se protéger, c'est aussi protéger les autres. En Côte d'Ivoire, les autorités ont encore recensé hier de nombreux malades de Covid, ce qui vient encore grossir le nombre total de cas. Continuons à respecter les gestes barrières. Emmanuel Macron est arrivé hier lundi au Cameroun. Cela faisait 7 ans qu'un président français n'était pas venu à Yaoundé. En 2015, François Hollande n'était resté que quelques heures. Aujourd'hui, Emmanuel Macron rencontrera la communauté française, échangera avec des représentants de la société civile et de la jeunesse, mais surtout, il sera reçu par Paul Biya. Sur le plan économique, les intérêts français au Cameroun sont nombreux, mais en recul. Paris souhaiterait donc un meilleur climat des affaires. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée sur la chaîne 15.